à 17h et ici dans le coin. Premier grand arbre, après le lampadaire, deuxième grand arbre, le troisième qui est petit là, c'est la Connaît. Pierre. Alors, salut tout le monde. Bonsoir. La galerie d'air, ça s'écrit. La galerie d'air, ça s'écrit. G inversé, la lumière, A, pas mal, L inversé, E inversé, R inversé, I non inversé, E, D inversé, A non inversé, R inversé, T non inversé. Parce que on considère qu'on a un pied dans l'art et un pied ailleurs. J'ai un diffuseur dessus. Le ailleurs, c'est ce qu'on fabrique. Bah, là, avec donc, le diffuseur, même alors, 1 mètre, je vous signale que la galerie est à l'origine aussi de la venue d'Arabal, Fernando Arabal. Si vous voulez savoir qui c'est, vous regardez sur YouTube, il y a 30 films. C'est un des auteurs les plus importants dans le théâtre d'aujourd'hui. Ensuite, je vois Fabien là. Ah oui, c'est un pote à Pasolini, Pier Paolo Pasolini, ça vous dit sans doute quelque chose probablement. Ensuite, attendez, je suis en train de mettre la lumière. J'ai pas fini. Oui, alors, il y a des gens qui ont travaillé sur le concept d'émergence. Et un des auteurs, c'est Monsieur Prigogine. Si vous savez pas qui c'est, il y a son bouquin qui est accroché à l'échelle avec la roue de Lorenz. Alors, on fait pas payer la lecture, hein, c'est gratuit. Mais si vous aviez de l'argent pour payer la lecture, l'argent il va aux émigrés. Parce que je vous signale que contrairement à ce qu'on croit, la situation des plasticiens français est catastrophique, y compris pour les milliardaires parmi eux. Le système est pourri par ses auteurs. Parmi ces auteurs, monsieur Jacques Lang et monsieur Bernard Arnault. Bon, j'ai fini pour l'instant. On aurait dit Jean-Pierre Coff à la fin sur son accent. D'accord. Vous avez laissé. Allô, oui, bonsoir. Donc, si vous voulez savoir un peu plus, parce que bon, il y a eu un soutien, s'il te plaît. Non. Il y a eu un soutien qui est passé avant moi. Il se prétend dans un collectif par rapport à l'immigration. Si vous voulez savoir un peu plus par rapport aux associations collectives qui encadrent les réfugiés, allez faire un tour sur la page réfugiés, la chapelle en lutte, et vous saurez un peu plus de ces racailles assos collectifs qui se font des couillonneurs sur les personnes vulnérables et qui subissent l'injustice des rues. La France, c'est un déni. La France, je ne la reconnais plus. La France ne fait plus dans la douceur. Si vous voulez savoir ce que j'ai écrit comme article, c'est un ami journaliste, un ancien de Télévocal, et qui a écrit l'écrit. Et ce sont mes paroles. Je dénonce. Voilà, pour ceux qui viennent juste d'arriver. J'ai cru voir une opposition radicale. Non. Au niveau de l'Assemblée Générale. Ok. Voilà, donc pas d'opposition radicale. Du coup, on passe au crieur. À suivre. Et après le crieur, je demanderai à venir sur scène Laura R, Benoît R et Anna. Et voilà. Alors la toute première prise de parole, donc c'est pour Manuel qui a une lettre à nous faire parvenir. Tous ensemble à l'Assemblée Générale. Oui, alors je vais transmettre le texte de Manuel qui est sourd et muet et qui aimerait qu'on... Ok. Je vais transmettre le texte de Manuel qui est sourd et muet et qui aimerait qu'on lise le discours Le Dictateur de Charlie Chaplin. Espoir. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous avait sombré dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop.
Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio, nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'habilité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront et les pouvoirs qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, enrégimente toute votre vie et qui vous dit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes, machines avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain ni dans un groupe humain, mais dans tous les humains, mais en vous le peuple qui avait le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, vous avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut nous unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Charlie Chaplin, discours le dictateur. Donc, à nouveau, une nouvelle prise de parole en tant que crieur. Une lettre de Jacques Adrien, qui est lue à nouveau par Juliette. Là, on est des milliers, là. Non, c'est bon. Donc là, c'est une lettre d'un monsieur qui apporte son soutien à Nuit debout. Je vais la lire donc. Aux manifestants de Nuit debout, âgé de 87 ans et retenu par la santé de ma femme, c'est avec regret que je ne puis être à votre côté. Je crois à la vérité de chaque âge, de l'enfant à la personne la plus âgée. Tout le monde mérite d'être entendu parce que la vie, c'est à chaque instant la somme de tous les âges. Vous trouverez 6 juin 2 textes qui sont ma manière de contribuer aux événements et débats de notre époque en les publiant sur mon blog et Facebook. Avec l'espoir que les retombées de Nuit debout fassent progresser la démocratie participative et aboutissent à des engagements pour nous aider à rentrer dans une société plus équitable et collectivement responsable si l'on veut garder une planète habitable. Courage et bonne nuit à tous. Dimanche 17 avril 2016, Jacques-Adrien Perret. Si vous voulez trouver ces textes, c'est sur son Facebook, jacques-adrien-perret.blogspot.fr. Donc c'est pas Facebook, c'est son blog. Anonymous, en fait, n'importe qui peut être Anonymous, hein, donc c'est le principe. Donc je répète, Jacques-Adrien Perret, P-E-R-R-E-T.blogspot.fr. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Laura R. Se prépare Benoît R, Anna et Mehdi. Bonsoir. Je voudrais parler au sujet de la liberté d'expression. Il y a eu plusieurs débats tout à l'heure. Moi, j'ai été personnellement profondément blessée par certains propos, notamment contre le bannissement et contre l'ostracisation de certaines personnalités. Je voudrais d'abord parler de la violence
des propos racistes, sexistes et homophobes que peuvent avoir de grosses personnalités politiques et médiatiques, notamment dans les médias, et qui ont la parole partout, et des réelles conséquences que ça a sur l'ensemble de la société et sur les personnes les plus opprimées en particulier. Je voudrais dire qu'il y a des personnes qui sont tellement violentées par ces propos et ces comportements qu'elles sont obligées de quitter leur travail, d'arrêter de travailler, d'arrêter de sortir, parce qu'elles ne supportent plus ces violences-là, parce qu'elles ne supportent plus l'islamophobie, le racisme, le sexisme. Ces violences-là, elles ont des conséquences réelles, elles empêchent de vivre, elles détruisent des vies. Aujourd'hui, je comprends pas ces oppositions au bannissement de ces personnes qui s'expriment déjà partout et qui génèrent tellement de souffrance. Moi, ce que j'attends d'un mouvement comme celui-ci, pour qu'il y ait une réelle démocratie, c'est qu'on puisse permettre à toutes et à tous de s'exprimer, notamment aux personnes qui n'ont pas d'autres espaces pour s'exprimer, à toutes ces personnes exclues de partout qui veulent s'exprimer ici parce que c'est le seul endroit qui reste et qui viennent ici, qui défendent leurs espaces, les seuls espaces qui leur restent, qui virent des personnes qu'elles ne veulent ni voir ni entendre, qu'elles ne supportent plus ni de les voir ni de les entendre. Et en fait, on attend de la solidarité de tout le monde ici, pas de la solidarité avec cette personne qui veut répéter ici les mêmes âneries, la solidarité avec nous qui voulons nous exprimer. Je voudrais dire que, en fait, ne pas exclure ces personnes, ne pas les bannir de nos espaces, c'est exclure les personnes qui ne veulent plus entendre le racisme, qui ne veulent plus l'accepter, qui ne veulent plus entendre le sexisme. Moi, en tant que femme, en tant que lesbienne, en tant que migrante, en tant que réfugiée, j'ai envie de pouvoir venir ici sans partir en pleurant parce que j'entends des propos inacceptables. En fait, pour moi, c'est pas possible de tolérer l'intolérance. Et l'intolérance des fascistes, l'intolérance des nationalistes, l'intolérance de personnalités politiques néofascistes, pour moi, c'est nécessaire dans nos espaces. Sinon, on exclut toutes les autres. On exclut les plus précaires, les plus pauvres, les plus racisés. C'est une nécessité si on veut être réellement démocratique. Avec qui est-ce qu'on choisit de se solidariser? À qui est-ce qu'on veut donner la parole? J'appelle au micro Benoît R. Se prépare Anna, Mehdi et ensuite la commission loi-travail. Benoît R. Benoît R une fois, deux fois, trois fois. Anna. Je tombe de sommeil. Ah ouais, carrément. Anna, non. Mehdi. Mehdi. Ah putain, la vache. Bonsoir. Ah, c'est rigolo. Alors, je suis content de voir qu'il y ait autant d'engouement à ce mouvement, autant d'alchimie pour cette chose, qu'il y ait des gens qui soient là, curieux, c'est cool. Mais bref, on sait tous que les politicards, c'est des connards. Enfin, peut-être pas tous, mais on le pense plus ou moins, quoi. Donc ici, c'est un peu une sorte de messe du dimanche, quoi. On prêche des convaincus. C'est cool, hein, mais faut bouger, quoi. L'Assemblée nationale, on est une nation, on la prend, c'est notre assemblée, non? C'est un peu ce qu'on fait là. La Respublica, c'est une chose utile, mais bon, voilà. Bon, à d'autres sujets, les politicards, on peut les corriger, mais moi j'aimerais bien aussi corriger mes confrères concitoyens, par exemple, quand je vois de la violence, ou quand il y a des situations de violence, et qu'on regarde, et qu'on fait rien, et que la personne, elle se fait souiller, et personne dit rien. La police, que dalle. Bref. Quoi d'autre? Ah oui, l'écologie par exemple, ouais c'est beau, moi aussi je veux un monde propre et tout, mais par exemple, rien que là je regarde sur la plage, je vois des mégots de cigarettes. Non mais un mégot on le met dans la poche, il y a une poubelle 50 mètres plus loin, 350 tonnes de mégots de cigarettes par an. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Et après on se plaint des politicards qui nous ont fait plein la gueule, mais on n'est pas capable de faire mieux. J'appelle au micro donc Benoît R ou Anna s'ils sont arrivés. Et sinon, commission loi du travail, qui était là il y a 2 petites secondes.
ce que les gens ils expriment avec leur Bonsoir. rage. Bon, je m'appelle Nora, je viens au sujet de la commission sur la refondation du Code du travail. Alors c'est une commission qui existe déjà, mais qui actuellement est inactive. Alors je me propose de vous demander de venir me rejoindre afin de la relancer. Il s'agit en effet de proposer une refondation du Code du travail, mais en faveur des travailleurs, et non en faveur du patronat. Mais patronat, travailleur, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Le travail qui sera demandé pour ceux qui veulent rejoindre cette commission, qui est fonctionnelle, se déroule en 2 temps. La première, c'est de relire et de travailler, d'analyser le projet de loi de refondation du Code du travail qui est proposé par El Khomri et qui fait 131 pages. Et le deuxième travail consisterait donc à proposer de monter une commission, une contre-commission, puisque dans ce projet de loi de la refondation du Code du travail, il est proposé de monter une commission qui devrait tabler pendant 2 ans pour proposer la refondation du Code du travail, donc d'ici 2018. Donc si certains d'entre vous sont volontaires pour me rejoindre, ils peuvent me retrouver à l'arrière sur le côté gauche. Donc je m'appelle Nora, ils peuvent me retrouver facilement avec mon chapeau, c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui. Et bon, je vous laisse et puis je vous remercie d'être tous là. Voilà, merci. J'appelle Myriam G, se prépare Bruno H, Mathieu M et Martin B. Et sinon, s'ils sont toujours là, enfin s'ils sont là, Benoît R et Anna. Sinon, Myriam G. Myriam G. Bruno H. Mathieu M. Martin B. Mathieu M. J'aimerais vous dire un poème que j'ai écrit, un poème révolutionnaire. Métro. Dans le métro, les gens te regardent avec suspicion lorsque tu fais mine d'écrire un poème. Dans le métro, le soir, les gens discutent. Certes, il y a de l'animation. Certains ont le regard perdu dans le vide. Ils forcent leur bouche à n'avoir ni l'expression du malheur, ni celle de la joie. Il y en a beaucoup qui ont des écouteurs dans les oreilles. Ils ont considéré dès longtemps que le dernier tube de Benjamin Biolay était plus enrichissant que la discussion avec le voisin d'en face. Dans le métro, le bruit des wagons fonçant sur les rails fait une basse continue telle qu'on a l'impression que la vie n'a pas de commencement ni de fin. Le crissement assourdissant occasionnel ne suscite même plus un geste pour se boucher les oreilles. Dans le métro, les portes claquent, comme se referme l'aliénation sur la vie des salariés. Les quais sont surveillés par les caméras, comme pour dissuader les usagers de dessiner des bandes dessinées marxistes sur les affiches publicitaires. Dans le métro, les gens sont silencieux aux heures de grande affluence. Et pourtant, je le sais. Et pourtant, je le sais. Si les gens se parlaient, il se passerait des choses comme on n'en a pas vu depuis 1789. Je vais vous dire un autre poème encore. Non, c'est sûr. Là, il a fait un flop. Un cœur bat dans chaque poitrine. Ce cœur est fait du sang des artères et du sang des veines. Il a besoin de nourriture. C'est un animal insatiable. Dans ce cœur, certes, on peut trouver le désenchantement, la résignation, l'oubli de tous les rêves qui bercent l'enfance. On peut trouver aussi la rébellion, le sentiment, le sens du tragique. On peut trouver tout ça au-delà du sang, de l'oxygène et de la nourriture, qui sont les matières qui rendent possible rébellion, sentiment et tragique. J'appelle à nouveau au cas où Benoît R, Anna, Myriam G, Bruno H.
Est-ce qu'il y a des commissions? Et sinon, Martin B. L'AG, c'est... Et se prépare pour la suite Yek, Yanis M et Benjamin B. Ouais, il y a des groupes de discussion. Le début de l'AG, ouais. Ça te dit, on va faire un tour. Bonsoir. Je voulais simplement vous proposer deux réflexions. La première pouvant s'inscrire dans le continuum des idées constitutionnelles, dans le rapport entre le temps et l'action. Il est clair que le temps du gouvernement est le temps de l'action et non pas le temps du pouvoir. Autrement dit, que les Français n'ont pas vocation à élire des gens qui ont décidé de se verser des rentes de situation tout en branlant le mammouth, mais uniquement des gens qui agissent. Partant de là, le mandat de l'exécutif peut être de 5 ans, de 6 ans, de 4 ans, de 3 ans. L'enjeu serait de pouvoir faire contrôler la qualité de l'action par une assemblée de préférence issue des corps intermédiaires plutôt que du microcosme parlementaire. Et à ceux qui confondent le quinquennat avec un plan quinquennal et qui ne mettent pas qu'on les juge au bout de 4 ans, il faudrait rappeler qu'il y a des gouvernements qui ont eu un véritable bilan alors qu'ils n'ont même pas tenu 300 jours. À titre de, sans remonter à la guerre de 100 ans, on pourrait citer à la fois Poincaré, gouvernement Blum, gouvernement Pinet, gouvernement Mendes France. Certains n'ont pas, je rappelle, tenu 300 jours. Donc je disais, pour ceux qui veulent continuer à suivre, merci, l'Assemblée Générale, il y a Benito qui est sur l'Assemblée Générale. Donc voilà, vous pouvez continuer à suivre l'Assemblée Générale et moi, je vais aller voir un peu les groupes de discussion. Oui, non mais là en fait, je parle en même temps parce qu'en fait je suis en train de dire autre chose. Donc là le principe, pour ceux justement qui veulent entendre l'Assemblée Générale, il suffit d'aller voir le périscope de Benito. Et ceux qui veulent du coup voir un petit peu ce qui se passe autour de la place, et ben restez ici et on va aller faire un petit tour pour aller voir un peu ce qui se raconte. Voilà. Je suis en train de me remettre le sac, le machin bidule. C'est pour ça que là c'est un peu le bordel. Mais c'est presque bon, voilà, ça y est, c'est bon. J'appelle encore les noms de tout à l'heure, Benoît R. Voilà, bon, n'hésitez pas, essayez de penser à vous abonner, de manière à pouvoir suivre à chaque fois que j'envoie un périscope. Je filme quand même beaucoup, avec du coup, moi, ce que je dis, hein, même si là on a vu l'Assemblée Générale, comme vous le voyez, moi je suis quand même beaucoup plus centré sur les plus petits comités ou voilà, directement les ateliers, plus en proximité, plus que de couvrir sur le grand. Donc voilà, comme ça permet un petit peu à tout le monde de pouvoir profiter de différents aspects des Nuits debout. Voilà. Donc je le répète, hein, pour ceux qui veulent, Benito couvre l'AG. Bon, pour ce qui est de ceux du coup qui restent, le mouvement... Non, ça se souffle pas, ça se structure d'une certaine manière. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est commence vraiment à rentrer dans le quotidien des gens. Donc il y a énormément de monde, hein, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Mais il y a beaucoup de monde. L'AG est chaque jour beaucoup plus grande. Enfin, beaucoup plus... Comment dire, avec de plus en plus de monde. Après, étant donné que ça s'inscrit dans la longueur, c'est vrai que les gens... il y a un roulement, etc. Donc voilà. Tiens, là-bas, il y a un film. Ouais, désolé. Je regardais pas trop, j'étais en train de me mettre en place. Donc là, je sais pas ce que c'est, on va aller regarder. A priori, il y a un film. On va aller, là, il y a de la vie. Il y a tout le monde qui est là. Et alors, vous voyez, là, à droite, par exemple, il y a des groupes de discussion entre personnes. Là, il y a un spectacle avec des cracheurs de feu et des jongleurs enflammés. Voilà. Et donc, regardez là-bas, donc il y a un film en plein air. Comme quoi, ça s'organise, hein, même au niveau logistique. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que c'est. On va vous faire le coup d'aller regarder le film en entier. Parce que... pour défendre des terres, des rêves.
Je vais essayer de me renseigner. Excusez-moi, c'est quoi le film? Notre-Dame-des-Landes. D'accord. Des messages. C'est un film sur Notre-Dame-des-Landes. Des connaissances, des émotions, des armes, des recettes. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Il y a un cinéma de plein air là, qui s'est installé. On va regarder un petit peu comment ils ont réussi à faire ça. C'est quand même un peu fou. Pardon, excusez-moi. Ah bah, hé Flo, je te cherchais. Ouais, c'est dingue là ce qu'ils ont fait. Bonjour. C'est un peu dingue. Ariel. Je vais aller regarder au niveau logistique. Donc voilà, là il y a des groupes de discussion, les gens se sentent bien sur la place. Donc voilà, là c'est donc un matelas gonflable. Vous voyez, il y a quand même du matos. C'est un peu fou quoi. Là avec une rétroprojection du coup, important. Cinéma voyage ça s'appelle. Libre et je sais pas quoi. Donc voilà, il y a sûrement des mouvements associatifs du coup, vous voyez là. Donc c'est pour ça, c'est marqué sur la caisse. Bah, on va aller faire un petit peu de pub pour cette belle initiative. Non, c'est Romain. 170 personnes qui sont dans ces 4 espoirs depuis un an. Et la vague continue. Hop là, Rémi, il est où? Salut. Ouais, c'est le Dawa, ouais, c'est un peu dense quoi, il y a vraiment du monde. C'est marrant cet espace de vie qui s'organise et qui s'arrête pas quoi. C'est parti pour durer un petit peu plus longtemps que prévu, hein, j'ai l'impression. Là on est né à pas loin de 3 semaines, même si c'est pas déjà fait. Alors voilà, ça s'appelle le cinéma voyageur. Pourquoi on est ici, pourquoi certains d'entre nous sont ici. Et du coup, voilà, il y a quelques raisons qui vont peut-être aussi au-delà d'un projet d'aéroport. C'est que donc voilà. je pense qu'on a certainement lutter contre un projet d'aéroport pour d'abord lutter contre les projets d'aménagement du territoire qui sont... Donc là j'ai entendu une oreille, je sais pas si vous entendez. Ah salut Rémi. J'avais pas vu que tu étais sur le chat en fait. Donc du coup on va aller voir s'il y a des rondes de discussion sur des thèmes particuliers et puis sinon on va faire un peu comme d'hab. On va aller prendre un petit peu les gens, savoir faire des interviews et profiter un petit peu de l'énergie de chacun sur cette place. Alors là à gauche je vois, on avait vu tout à l'heure là, donc c'était par rapport à un pôle artistique où on avait vu commencer à dessiner. Du coup, alors là, il y a l'hôpital debout. Hop, voilà, on peut pas le rater. Et là, il y a une grande discussion. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. On va voir. Excusez-moi. Ça parle de quoi? La dette grecque. Le? La dette grecque. La dette grecque. Plus les moyens de payer les pensions, plus les moyens de payer les salaires. Alors moi, je crois que la faute, c'est... Est-ce que vous entendez ou pas? Non pas du peuple grec seulement, je crois que d'ailleurs aujourd'hui le peuple grec est fondamentalement mobilisé contre Tsipras. Le peuple grec est je vais essayer de vous faire entendre. Contre les Grecs. La faute à ce moment-là, ça a été la nôtre, à nous les peuples européens, de ne pas avoir été capables d'organiser la mobilisation pour défendre cette idée-là de l'annulation de la dette grecque. Et encore une fois, je crois que Tsipras et Varoufakis ont simplement eu à gérer une situation de crise, une situation de guerre. Et je crois que c'est une erreur que de dire aujourd'hui, enfin personnellement, on peut l'analyser comme ça, mais c'est une erreur que de les désigner eux comme responsables. L'annulation de la dette grecque à ce moment-là n'était pas entre leurs mains, elle était entre nos mains à nous, entre Podemos, entre Syntagma, entre ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Le gros problème qu'on a, c'est que tous ces mouvements en Europe ne sont pas synchronisés, y compris temporellement. L'enjeu qu'il y a devant nous, c'est simplement aujourd'hui, enfin simplement, malheureusement pas simplement aujourd'hui, de tenter de faire en sorte qu'on organise cette mobilisation pour l'annulation. Tant qu'on n'a pas cette mobilisation-là, on n'arrivera jamais à la faire. Oui, non, je suis pas... Je comprends ce que tu dis, mais je suis pas d'accord. Si tu veux, justement, ce qui est une leçon très importante à tirer de ce qui s'est passé, c'est que, alors que Tsipras et Varoufakis
ne sont pas entrés en désobéissance, en résistance, on a pris les pires représailles. C'est que les gens, ils aiment bien. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a asphyxié progressivement les banques grecques, et quand Tsipras, dans un dernier sursaut dont il faut discuter exactement quelles étaient exactement ses motivations, a convoqué un référendum, la Banque Centrale a fait fermer les banques grecques. Hein? Ce qui s'est passé 5 jours avant ou 7 jours avant le référendum. Or, quand tu me dis, si Tsipras n'avait pas suivi, c'est faux, hein, il y a plein d'actions parallèles qui sont en train de se faire. Payer les retraites, etc. Il va falloir suivre de plus près avant de dire des bêtises. S'il n'avait pas payé les 7 milliards, il avait les 7 milliards. À court terme. 7 milliards, c'est énorme. A priori, ça s'organise. Mais c'était les 6 mois, il avait besoin, en 6 mois, si tu as, donc tu peux, et assurer le fonctionnement des tu connais pas Periscope. Et faire des dépenses qui relancent l'économie et qui redonnent des droits à des gens qui en étaient privés depuis 5 ans ou 6 ans. Et donc tu peux construire une mobilisation aussi de confrontation avec l'Union européenne. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait. Quand il a convoqué le référendum pour le 5 juillet, c'était pas dans un contexte de mobilisation, parce que jusque-là, il n'avait pas appelé la population grecque à se mobiliser. Un petit peu, ouais. Ils auraient dû appeler la population à se mobiliser. Je suis bien d'accord avec toi que nous devions nous mobiliser. Moi, avec d'autres, on s'est mobilisé là-bas et on a comme on pouvait organiser. On n'est pas des Grecs, mais en fait, collaborer à organiser des mobilisations importantes en Europe. Mais c'est la même problématique, en fait. J'ai changé ma vie à ce moment-là pour donner mon temps aux Grecs. Oui, bien sûr, je donnerai mon temps. En sachant qu'il y avait une partie du choix que je faisais, il y avait peu de chances que ça donne des résultats, puisque j'avais une certaine analyse de ce qu'allait faire Tsipras, parce que j'avais discuté avec lui avant. Mais bon, je me disais, la dynamique peut entraîner quand même des changements, et il faut de toute façon le faire. Alors ce qui est terrible, c'est que Tsipras a un sursaut et convoque un référendum. Il y a un meeting, tu sais, 2 jours avant le référendum, c'était le vendredi soir. C'est absolument massif. C'était le plus grand meeting depuis quelques années. Mais de toute façon, le sondage de base est bien meilleur que le vote. Enfin, non, mais l'analytique des recherches de mots, c'est ce qu'ils ont vu sur le M15, c'est beaucoup plus révélateur que les votes. Rassemblés en quantité énorme. Le référendum a lieu et 62,5% des gens disent non. Mais il faut bien comprendre ici, c'est pas clair que tout le monde peut sentir ça. On était à plusieurs là-bas. Les banques étaient fermées et on leur disait, si vous votez non, c'est le drame, le chaos, et vous êtes expulsés de la zone euro. Ça existe déjà là. Non. Ça existe déjà, hein. Les gens ils suivent ou ils suivent pas, ils peuvent se désabonner. Consciemment prennent ces risques-là. Oui, pardon, excusez-moi, on me dit chute parce que les gens n'arrivent pas à entendre. Désolé. La seule fois où on leur demande de nouveau leur avis, ils donnent un mandat absolument clair. C'est pas 50,1%, c'est 62,5% qui disent non. Et le lendemain des élections, Tsipras se réunit avec les 3 partis qui ont appelé à voter oui et dit on va ensemble élaborer une proposition vis-à-vis de l'Europe. Si tu veux, là on a une situation absolument terrible, à savoir côté Sean Connery, les gens votent et portent Syriza au pouvoir, 6 mois après on leur redemande leur avis et ils disent on est prêt aux conséquences d'une attitude ferme par rapport aux créanciers parce que ça n'a pas marché, et Tsipras en déduit qu'il peut aller négocier avec les partisans du oui. Ça a provoqué une explosion dans Syriza et une désorientation. Alors maintenant tu me dis
mais les gens ne sont pas contre Tsipras. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'aux élections du 20 septembre, tu as la Grèce a capitulé. Et on a le choix, comme citoyen grec, qui on va porter au pouvoir. Et Tsipras dit lui-même, j'ai signé un mauvais accord. Et réalisez-moi, parce que dans le cadre de ce mauvais accord, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir avec vous pour limiter les dégâts. Et qu'est-ce que les gens ont comme autre choix? Raisonnable, qui peut faire occuper le gouvernement. Nouvelle démocratie qui dit, lui, moi je vais appliquer l'accord, et tout le monde sait que ça va être plus dur que Syriza. Il y a l'autre choix, c'est Unité populaire, mais Unité populaire vient de se construire depuis 15 jours. Et tout le monde sait qu'on peut voter Unité populaire, mais Unité populaire ne sera jamais le gouvernement. On peut renforcer Unité populaire. Alors, tu as même des tas de gens qui auraient voté Unité populaire, ont voté Syriza, en se disant Tsipras au moins au gouvernement à la place de Nouvelle Démocratie limiterait les dégâts, même s'il est co-responsable en partie de la capitulation. Donc c'est ça la situation. C'est une situation, il y a un élément schizophrénique. Et ça va très mal, malheureusement, en Grèce. Il y a des mobilisations, je sais pas, mais le mouvement social n'arrive pas à récupérer la dynamique qu'il devrait pouvoir récupérer, mais ce n'est pas le cas. Il y a des participations plus importantes aux grèves, mais ça c'est le problème. Se remettre d'une déception, ça prend du temps. Pour le moment, le peuple grec est malheureusement groggy, et c'est plutôt de réussir à ce que de bonnes leçons soient tirées par les Espagnols ou par les Portugais ou par d'autres, là où un changement peut avoir lieu, et j'espère en France aussi, qu'on peut reposer sur l'idée d'une relance d'une dynamique alternative peut avoir lieu. Et effectivement, seconder ceux qui résistent en Grèce. Ah, pardon. Oui, alors, justement. On peut pas lui donner le micro? Alors, elle l'a déjà eu. Pour moi, la leçon de ce qui s'est passé en Grèce, très clairement, c'est que pour la gauche dans les pays et pour les peuples dans les pays périphériques, oui, ça fait bizarre, mais je parle pas tout seul. La sortie de la zone euro est une option à prendre. Enfin, les pays de la périphérie sont dans une telle camisole de force dans la zone euro qu'un gouvernement de gauche ne peut pas réellement appliquer des mesures sans, au final, sortir de la zone euro. Donc je pense que sur la base de ce qui s'est passé en Grèce, les partis de gauche doivent dire qu'il faut assumer la sortie de la zone euro en prenant toutes les mesures qui protègent les droits de la population, notamment des travailleurs, s'il y a un effet d'évaluation. Bon. Alors la France, la France là-dessus, pour moi ce n'est pas le thème central. Pour un pays comme la France, mais c'est compliqué d'expliquer pourquoi. Mais disons de manière très brève, les pays de la périphérie qui sont dans la zone euro vivent la camisole de force de l'euro d'une manière immédiate. La France est dans une certaine mesure, je ne parle pas des travailleurs français, mais l'économie française ne paye pas vraiment pour l'euro, parce qu'elle est privilégiée dans l'euro par rapport aux pays de la zone périphérique. Donc la France, le Benelux et l'Allemagne tirent un certain profit de la zone euro en termes d'économie. Le peuple français n'en tire aucun bénéfice. Donc oui, on est bien d'accord. Mais c'est moins central. Bon, moi je périscope, là, il y a une centaine de personnes qui partagent le moment. Alors sur l'audit de la dette, heureusement,
on n'est pas venu me trouver pour demander d'aider des Français à faire l'audit de la dette. Des Français ont décidé, moi je suis belge, et je me bats pour l'audit de la dette en Belgique, et on a créé une initiative d'audit citoyen en Belgique. Heureusement, on n'a pas du tout eu besoin de moi pour lancer un processus d'audit citoyen en France. Et donc c'est créé le collectif d'audit citoyen de la dette en France en septembre 2011, et le CADTM France y participe, mais c'est avec ATTAC et avec toute une série de mouvements, et ça aboutit à une publication en 2014 qui estime qu'il y a au moins 59% de la dette publique française qui est illégitime. Et de le document, vous pouvez y accéder sur des tas de sites publics. Alors, les contacts avec les politiques, dans les politiques qui sont favorables à une démarche d'audit et une position radicale sur la dette, je dirais, il y a Besancenot du NPA, il y a Mélenchon du parti de gauche, et je suis en contact avec certains parlementaires, notamment Nicolas Sansu, qui est un parlementaire du Parti communiste français et qui est très actif dans une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui est en cours sur la question de la dette française. Et là, j'ai été invité, et le CADTM France a été associé aux travaux de cette commission d'enquête sur la dette publique française. C'est dommage d'étiqueter ça avec des couleurs à la con. Oui, bonjour. Moi, je voulais, c'est à la fois une question et un commentaire, parce que je pense que la question de la dette publique dite souveraine, on devrait aussi penser au contexte dans lequel ça s'articule. Je m'explique. Il y a, on vit dans un monde, dans un système de pays où il y a le néolibéralisme, et dans la doxa néolibérale, il y a certains postulats. D'ailleurs, un de nos camarades ici on a un petit peu parlé en nous disant qu'on est enseigné aujourd'hui à l'université, et je dirais même aux examens du bac en France, il y a eu des questions où, j'abrège. Donc, il y a premier postulat, plus les salaires sont bas, plus il y a croissance de l'économie. Deuxième postulat, plus l'économie est privatisée et plus elle croît. Or, aucun de ces deux postulats n'a été prouvé, et bien au contraire, ils sont faux, comme on me dit absolument. On a des preuves du contraire. Or, quand on parle de la viabilité de la dette souveraine, on parle beaucoup aussi, il faut bien expliquer que on parle de viabilité de la dette en fonction de la croissance anticipée, mais anticipée selon les postulats du néolibéralisme. Et c'est important aussi de dire qu'un des deux points qui ont été soumis à plébiscite lors du référendum grec, c'était le texte sur la viabilité de la dette grecque. Voilà, c'est troisième petit point. J'allais dire que comme il serait peut-être utile politiquement comme vous avez fait l'audit de la dette, qu'on fasse aussi l'audit des traités conclus entre la Grèce et les créanciers. Parce que y compris d'ailleurs celui signé par Tsipras, lorsque un gouvernement signe un traité où il accepte de se faire dépouiller, que l'État se fasse dépouiller de tous les biens publics, cet accord ne peut pas être ni légal ni légitime. A fortiori lorsque ce gouvernement décide contre la volonté exprimée à 62% de majorité par le peuple. Voilà. Et juste d'oublier de dire, Nathan, que quand on m'interpellait sur les contacts avec les mouvements politiques français, il y a évidemment dans le front de gauche Ensemble qui est aussi très activement intéressé par la remise en cause du paiement de la dette
française. Donc je dirais NPA, Parti de gauche, Ensemble et récupération dégueulasse là, PC, merci. mais en tout cas des gens du ça c'est de la récupération pure. Aussi. Ça c'est vraiment abusé, mais bon. Les vieux ils ont du mal à sortir des couleurs. Les vieux de manière générale ils ont du mal, hein. C'est soit rouge soit bleu, hein. Mais on peut pas avoir une pensée indépendante. C'est un délire. Tout à l'heure vous avez dit que on est passé des deux côtés, ça n'a jamais rien changé. Les États se financent auprès des banques centrales à un taux ridicule, très faible. Vous souhaitiez que les États se financent auprès des banques centrales à un taux très faible, à un taux zéro. Quand on pense à une solution comme ça, on se dit dans ce cas c'est sans limite. Après, on peut. Est-ce que vous, enfin, du coup, on se dit, on pourrait s'endetter comme ça à volonté. Ça a l'air d'être en fait une espèce de solution magique. Un peu. Donc je me dis, quels pourraient être les inconvénients d'une solution comme ça. Voilà, c'est ma question. Non mais tu as tout à fait raison. Pour moi, j'ai bien dit dans la réponse à Kevin tout à l'heure, je ne sais pas si tu as suivi, pour moi, l'objet, c'est-à-dire pourquoi on s'endette, doit être absolument défini avec participation citoyenne et contrôle sur l'utilisation de l'endettement. Donc, s'endetter pour assurer la transition écologique, donc s'endetter comme État pour fermer les centrales nucléaires, ce qui a un coût, et les remplacer par des sources d'énergie renouvelables, c'est une dette qui doit être contractée avec un mandat populaire qui dit on veut sortir du nucléaire et on veut investir dans une transition qui implique donc des dépenses. D'accord ? Donc, économiste, je me souviens plus pour du moi, nom, on l'a il ne dit tout à s'agit l'heure, pas d'ouvrir une sorte de carnet de chèques en blanc à un État pour faire n'importe quoi. Les pouvoirs publics doivent s'endetter pour des projets qu'ils ont soumis à la population et dont la réalisation est contrôlée par la population. D'accord ? Voilà. Gérard ? Il faut se mettre sur la liste. Ah bah voilà, c'est Éric Toussaint, c'est marqué là. Oui, moi je voudrais revenir quand même sur le déroulement de l'affrontement entre le gouvernement de Tsipras et les institutions, parce que dans ton exposé liminaire, tu as cité le proverbe: si on doit 100 € au banquier, on a un problème, si on doit 1 million, c'est le banquier qui a un problème. Personne qui a d'expérience. Or, comme tu l'as dit après, les 7 milliards de dette de la Grèce, pour l'Union européenne, c'est rien du tout. Tu as bien dit qu'effectivement, c'était pas du tout un problème systémique pour eux. Donc, ça signifie que le gouvernement de Tsipras Varoufakis n'avait aucune arme réelle au niveau financier. Bon, alors ensuite, quand effectivement le premier intervenant a dit qu'en fait ils ont la trouille de la crise humanitaire qui se crée si effectivement une capitale de pas. Parce que, bon, fermer les banques, c'est une chose, mais un blocus économique, parce qu'on a bien vu que les gouvernements de l'Union européenne étaient prêts absolument à tout pour effectivement que cette expérience ne réussisse pas et que pour effectivement que ça ne ferait pas un exemple en Europe. Ça signifie que, à mon avis, il pouvait très bien arriver à un véritable blocus économique avec l'argumentation qu'évidemment ils ne payent pas leurs dettes. Blocus économique, ça veut dire blocage de l'essence, blocage des échanges commerciaux des entreprises, ne plus avoir de pièces de rechange par exemple, etc. Donc c'est pas la même chose de ne pas pouvoir retirer que 50 € par semaine de la banque, et puis en plus, et puis après d'avoir un pays dont l'économie s'effondre complètement. Et alors ensuite, effectivement, il y a toute la question qui est évidemment venue sur la question de la sortie de l'euro. Bon, et là, le problème de la sortie de l'euro,
c'est que, bon, évidemment, du jour au lendemain, c'est pratiquement impossible à faire. Et puisque bon, comme effectivement, Varoufakis l'a bien raconté effectivement lui-même, je veux dire, on peut pas, il faut avoir les drachmes prêts, etc. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut réimprimer effectivement toute la monnaie parallèle. Bon, et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une explosion absolument dramatique, je veux dire, de la dette elle-même dans la nouvelle monnaie. Oui, en fait, si tu veux, le fait de ne pas payer, de ne pas rembourser en 4 mois 7 milliards, si c'était une arme extrêmement puissante, parce que ces créanciers, il n'y a pas un seul exemple de refus de remboursement. Donc, si tu veux, ce n'est pas là le montant fondamental, c'est l'exemple. C'est quelqu'un qui dit à son banquier: je ne te rembourse pas parce que ce que tu me réclames est illégitime, est une arme extrêmement puissante. Et donc, effectivement, les 7 milliards, en termes de ce que ça pouvait représenter comme élément de déstabilisation économique et financière, n'était pas énorme. Mais un pays, un gouvernement qui avec un mandat populaire aurait dit: je ne vous rembourse pas parce que la dette que vous me réclamez est illégitime, avait un effet de message vers l'Espagne et vers le Portugal et vers d'autres qui était insupportable à assumer pour les créanciers. Je ne sais pas si tu me suis. C'est ça qu'ils voulaient démolir. Et donc cet élément de résistance et de désobéissance aurait eu une portée énorme, parce qu'ils auraient pu montrer justement qu'en ne remboursant pas et en utilisant les 7 milliards qu'ils ont remboursés et en l'investissant autrement dans des dépenses pour la population, ça allait apporter des éléments importants de solution à la crise humanitaire. Et ça pouvait avoir un élément de déclic et de contagion extrêmement positive sur les autres peuples européens. Alors, les autres éléments, je te dis, penser que dans le cadre de l'Union européenne actuelle, on peut décréter un blocus économique, non, il n'y a aucune possibilité de ça. On n'est pas dans un contexte pareil, on ne peut pas décréter un blocus économique. Ça. Mais ça, de côté, c'est des fantasmes, des peurs qui sont absolument irrationnels dans le contexte européen. On peut faire du chantage sur des pays, mais décréter un blocus économique par rapport à un pays dont le gouvernement légitime, démocratique, applique le mandat que le peuple lui a donné, quelle instance européenne? On n'est pas encore dans une Europe, un pouvoir fascisant qui est incapable de poser ça. Non, il n'y a pas de possibilité. Le blocus économique, vous dites les banques, on a fermé les banques grecques. Donc qu'est-ce que vous vouliez faire de plus? Dites-moi. On l'a fait. Notre ami me dit qu'il pouvait faire pire. Non, il ne pouvait pas faire pire. Il n'y a pas de moyen dans l'Europe aujourd'hui de faire pire. Arrêtons de nous faire peur là-dessus. C'est justement la peur de désobéir et des conséquences qu'implique la désobéissance qui amène l'autolimitation, l'autocensure, la modération qui amène à l'échec et à la capitulation. Je le dis vraiment convaincu. C'est le problème de gens comme Tsipras et comme d'autres, c'est qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils ont, des engagements qu'ils ont pris par rapport à leur population. Et malgré ça, leur population, on dit, on vote non au diktat des créanciers par 62,5%. Putain, il faut en tenir compte. C'est clé, ça.
Ouais, j'ai été... Ouais, alors moi j'avais une question là sur justement sur la fermeture des banques grecques. Il me semble que il y avait eu un travail que tu avais fait sur à partir du moment où les banques sont fermées, quel est le poids de la nationalisation des banques. Je sais pas si tu en as parlé dans ton exposé, au début j'étais pas là, mais le poids qu'aurait pu avoir le gouvernement grec de on nationalise et on crée une monnaie alternative. Et je veux dire, ce moment pour moi, à ce moment-là j'espérais regarder un peu ce qui se passait et voir peut-être cette nationalisation des banques arriver. Bon, alors le gouvernement a capitulé, etc. Mais quel aurait été l'effet, qu'auraient été les capacités du gouvernement à nationaliser la banque et à créer une monnaie alternative justement sur long terme et tout. Moi, c'est cet aspect-là pour moi qui était cristallisant dans la crise grecque. C'est s'ils avaient passé ce passage-là, ils ouvraient les possibles quoi, pour l'avenir. On a Julien. Malika, c'est juste après. Bonsoir. Je viens ça vous dérange ça ou pas? Exactement le thème du débat. C'est pas dans la Grèce, mais je voudrais juste avoir votre réaction sur quelque chose. Les soi-disant Panama Papers, qui n'est qu'un petit bout de l'iceberg, qu'on a découvert il y a 2 semaines. On a retrouvé notre dette et notre endettement. C'est bizarre qu'on ne bouge pas plus, c'est bizarre que personne nous demande de rembourser ces choses-là. Et tu parlais aussi de la responsabilité des gouvernements vis-à-vis des peuples, c'est-à-dire, voilà, nous on a un gouvernement qui nous fait pleurer sur une dette, qui ferme les yeux sur des gens qui font sortir de l'argent de chez nous, qui pourrait tout simplement être l'argent dont on a besoin. Ça me paraît très très simple et je trouvais juste absolument ahurissant qu'on ne réagisse pas plus fort que ça et qu'on s'énerve énormément sur des gens qui soi-disant sont des violents et des casseurs et qui mettent de la peinture sur des banques. Voilà, je voulais juste sur cette absurdité totale qui est devant nos yeux et précisément sur notre apathie vis-à-vis de ça. Génial. Merci. Ouais. Ah oui, oui, pardon. Oui, non, je suis... Non, je pense vraiment que ça aurait été un élément absolument clé de la riposte du gouvernement de Tsipras dans les 3 premières semaines face à la volonté manifeste des... C'est un peu compliqué par rapport à notre ami qui est en face. C'est son objectif évidemment de déstabiliser celui qui parle et qui essaye de s'adresser à l'autre. Pas compliqué, on va quand même. Donc je pense effectivement que le 20 février, le gouvernement de Tsipras avec Varoufakis comme représentant. C'est rare ça. Un vrai troll en vrai. Bon, c'est bien que c'est difficile à gérer. Le trolling en vrai, c'est beau ça. Effectivement, pour moi, dans les mesures prioritaires à prendre le 20 février, il y avait l'audit de la dette et la suspension de paiement, et il y avait socialiser le système bancaire grec. Les banques grecques étaient dans une situation et sont dans une situation de faillite virtuelle, et il fallait absolument des mesures très fortes pour les socialiser. C'était possible de le faire. Et de combiner à ça l'émission, la création d'une monnaie parallèle, complémentaire à l'euro. Donc, si tu veux, pour moi, la sortie de la zone euro était une option à prendre pour la Grèce déjà il y a 2 ans. Mais je tiens compte du fait que
Syriza s'est fait élire avec un programme pour les élections qui disait « nous resterons dans la zone euro ». Donc Syriza ne pouvait pas 3 semaines après dire « on sort de la zone euro » alors que son mandat était de rester dans la zone euro. Donc à partir du moment où on ne sort pas de la zone euro, il est possible de créer une monnaie complémentaire à l'euro qui sert aux transactions à l'intérieur du pays, donc qui est une monnaie non convertible. Et là, il y avait différentes formules possibles. Et on a eu des discussions autour de ça. Tsipras était était opposé à se lancer là-dedans. Dragazakis, son vice-premier ministre aussi. Et c'est juste au dernier moment que Varoufakis, dans les 15 derniers jours, 3 dernières semaines, lui-même a pris en principe cette option-là. Donc je parle de la fin du mois de juin, mais ça n'a pas été mis en pratique. Je pense que dès le mois de février, une monnaie parallèle aurait pu être créée et on pourra en discuter. Mais là, je vais vous expliquer comment créer une monnaie parallèle complémentaire et comment ça peut fonctionner. Ça demanderait une dizaine de minutes et je suppose qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails techniques, mais je suis persuadé que c'est une arme qui peut être utilisée. Non, alors, sur le commentaire que tu as fait, je suis à 100% d'accord avec ce que tu as dit, c'était un commentaire. Donc je partage ce que tu as dit. Je n'ai pas de réponse à te donner puisque ma réponse est je partage ce que tu as dit. Voilà. Donc dans ce cas-là, il nous faut de la force, ni de la violence, ni du pacifisme, de la force. J'ai encore 3 inscrits. Est-ce qu'on prend peut-être une liste de clôture sur la prochaine intervention? Ça va tout le monde. Donc pendant la prochaine intervention, ceux et celles qui voudraient encore être inscrits sur la liste me disent. Oui, il y a une commission dédiée. Ajoute-moi sur moi, je vais l'exprimer à travers un poème. Effectivement, pour que je t'envoie les contacts. La peur, c'est le premier ennemi. Comme on a voulu exploiter la peur d'un pays par rapport à l'autre et réciproquement, y compris ici aussi en France, on te dit il faut que tu payes ta dette, je sais pas quoi, sacrifie-toi, etc. Moi, je me pose la question, où est parti l'argent? À la rigueur, quand on dit qu'il n'y a plus de pain, je comprends, soit il a été mangé, soit il est, comment ça s'appelle quand le pain est, j'allais dire abîmé, enfin, périmé, voilà, je cherchais le mot, etc. Là, je comprends. Mais l'argent, quelque part, elle peut pas être. Ceci dit, j'abrève, il y a un poème, dès qu'on a parlé de la Grèce, parmi mes poèmes, c'était celui-là que je... Excusez-moi. Parce que nous sommes les requins et les dauphins qu'on essaye soi-disant pour nous protéger. Le requin pour le protéger du dauphin, on l'enferme réciproquement. Un requin et un dauphin dans 2 bassins tournent en rang et ne rêvent que d'océans, menacés de pollution, d'extinction. C'est pourquoi qu'ils sont en prison. Parole d'Occident, murmure d'Orient. Les siècles des lumières, celle qui aveugle, bien celle qui éclaire. Ces conflits qui se passent ailleurs, instruments de petits dictateurs, à la fois gendarmes et voleurs, bradant les matières premières. Quant au siècle des cauchemars, ils sont toujours dans le brouillard. Va donc derrière voir, dissiper le brouillard, sentir le côté noir qui éclaire la grande histoire et que personne ne veut et ne peut voir. Effet miroir. Et tu sais, face au beau miroir, il nous répète toujours la même histoire sans son côté noir qui ne veulent jamais voir. L'histoire a sa propre histoire, celle qui s'est imprégnée dans ton terroir. Aucun effet miroir dans cette façon de voir. Donc brise ton miroir et à l'envers parcours ton histoire pour mieux tout voir. Quant aux requins et dauphins toujours dans leur bassin, ils ne croient plus aux paroles d'Occident, ni aux murmures d'Orient. Tout ça va, avide de pouvoir. C'est ce que retiendra l'histoire, celle qui s'est imprégnée dans la mémoire du requin et du dauphin qui ont attendu tant vain.
Le côté noir ne s'imprime ni dans le miroir, ni dans les manuels d'histoire. Il ne se laisse voir que dans le marc du café noir. Ascète mais avare et de plus en plus bavard. Esclave mais aussi producteur et de plus en plus hagard. Et notre Karl Marx qui sort de son mouroir avec le manifeste de notre histoire. Voilà, voilà ce que tu vas voir alors qu'accoudé au comptoir, face au beau miroir, tu dégustes enfin ton café noir et dans le mar le côté noir qui accompagne ta petite histoire. Mais sachez-le, viendra le jour où le noir quittera le mar pour cohabiter avec le clair dans les manuels d'histoire. Je dis bien dans les manuels d'histoire, afin de nous mettre un peu plus de lumière pour mieux tout voir. Quant aux requins et aux dauphins, toujours face à cette ultime question, l'Orient et l'Occident sont-ils impuissants, incompétents? La question reste posée, mais elle reste aussi ouverte. Et merci. Excusez-moi si j'ai répondu à côté. Merci. Dominique. Bon, voilà. En France, il paraît que tout se termine par des chansons. Je vous rappelle que Charles Trenet a imaginé une personne qui est couvert de dettes. Il va dans une forêt, il est désespéré, il s'assoit au pied d'un arbre et il dit qu'est-ce que je vais faire, et il entend un bruit, un oiseau qui chante, paye tes dettes, paye tes dettes, paye tes dettes. Ça part donc en poésie, donc voilà, c'est intéressant parce que du coup on voit que les histoires, en effet, on a vu l'Espagne, on a vu avec les Indignés, le M15, on a vu Occupy Wall Street, là donc la Grèce, on peut aussi ressortir des informations importantes aussi de ce qui s'est pu passer en Tunisie, en Égypte, en Ukraine, et du coup il y a des témoignages d'histoire qui sont en effet, comme elle le disait là, au niveau des poésies, qui permettent aussi de sortir du noir. Il y a du monde, donc là, de ce côté-là, donc il y a toujours le film. Donc du coup, on va aller voir. Donc, une lumière, un écran, et là, il y a tout le monde qui s'exprime, chacun à sa manière. Alors, donc là, l'AG continue, on a du tam-tam, du derbouka même, sur la place de la République. Non, c'est pas vide, hein, c'est extrêmement plein. Parce que là, avec l'effet de focale, vous avez l'impression que c'est loin, mais vous allez voir, je vais rentrer dedans, là, c'est bien plein. Non, c'est plus... C'est très équilibré, en fait, sur la place. Donc là, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, comme hier, du coup, regardez. Là, il y a une expo photo, du coup, qui se fait en permanence. Depuis, a priori, moi, je l'ai découverte hier. Donc voilà, plein de petites photos qui sont faites, a priori, si je ne me trompe pas, sur place. Voilà. Hop. Là à gauche on a un groupe là aussi qui discute, je sais pas de quoi ça parle, on va aller voir. Alors ça parle de quoi ici? Pardon? Ça parle de quoi là? Strictement rien. Ok, très bien. Pardon. Ok, ça marche. Donc là a priori c'est toujours les féministes hein, qui restent entre elles. C'est marrant ce truc. Il n'y a que ici que ça se passe, c'est très bizarre. Yes, ça va et toi? Ouais. Tu viens de croiser. Il y a Louzol qui vient de partir. Ah, t'es sur Télé. D'accord. Ah ouais, t'es sur Périscope là. Exactement. Je viens d'arriver, mais en même temps, je prenais un truc. Bon bah bon app, hein, regardez. Ouais, attends, il donne quoi là? C'est cool. Ça donne quoi? C'est la cantine. Bah ça donne qu'il y a des gens. Oh bah ça arrête pas de changer. Hein.
Salut. Donc voilà la cantine où il y a un attroupement pour manger. On va aller voir donc là Télé Debout, Radio Debout qui sont là, voir un peu comment ils couvrent. Là tout à l'heure j'avais vu qu'il y avait des brocolis, des légumes, du riz. Alors, en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a de la lumière en fait, un jet clair. Sinon vous verriez juste rien du tout en fait. Donc là on voit le plateau de Télé Debout là. Juste à ma gauche là c'est... Ouais. Sur Periscope. Donc là juste à gauche c'est du coup Radio Debout. Ah ben là on est sur du stream donc c'est en direct. On refilme à chaque fois tout ce qui se passe. C'est une radio ou c'est une télé, je comprends pas. Là c'est une radio, là c'est une télé. Et moi je suis une télé, enfin je suis pas une télé mais je suis un stream direct. Sur Periscope. Alors eux ils vont pas sur Periscope. Non. Là il n'y a pas Periscope. Il y a besoin de Periscope pour Radio. Ah non, non. Bah là, eux, ils récupèrent une partie de nos flux, a priori, mais c'est nous qui filmons et ça va de base sur Periscope. Alors Periscope, c'est une application que vous installez sur soit votre smartphone, soit vous pouvez y avoir accès aussi sur votre ordinateur. Et tout simplement, après, vous avez une map du monde où vous allez regarder et dans le monde entier, il y a des gens qui filment en direct. Et donc là, c'est quoi les messages qui arrivent ? Voilà, c'est des gens qui, du coup, là, il y a 130 personnes qui sont en train de regarder et qui commentent en direct. Comment en direct. Voilà. Comment ils arrivent sur cette application-là ? Il suffit de la télécharger. Ouais, mais comment ils font pour arriver chez vous pour regarder ce qui se passe ici ? Alors c'est ce que je vous disais, il y a une map qui est sur le truc, du coup on cible au niveau de République par exemple. Et là, une zone géographique. Voilà, et là on voit directement tout ce qui est online. Alors il y a aussi sous forme de mots-clés, si vous faites une recherche sur hashtag Nuit Debout, hashtag Péri Debout, du coup là vous allez tomber directement sur tous les gens. C'est pas comme une adresse, un internet. Ça marche avec Twitter, ça marche en hashtag. En hashtag, c'est ouais. Et là, vous êtes en direct, vous avez 150 personnes, c'est ça ? Ouais, c'est ça, là il y a 130 personnes. Bah là du coup là du coup les gens voient ce qui se passe là en face. Sinon de manière générale je vais dans les groupes de discussion, dans les AG. Ça permet. Oui ils ont le son. Et ça permet tout simplement de faire partager aux gens ce qui se passe. Voilà. C'est pas limité en durée ? C'est pas limité en durée. Non. Donc là le seul truc c'est que du coup j'ai des batteries pour faire tenir. Ça dure combien de temps ? 24 heures sur le. Ce qu'on veut. 48 heures le replay. Chaque replay dure 48 heures. C'est en direct ? C'est en direct. Et après le replay c'est 48 heures. C'est ça, mais en plus là on est en train de les enregistrer donc maintenant il n'y a même plus d'histoire de 48 heures. On les enregistre pour de bon. Entre autres, ouais. Du coup ça va être uploadé sur l'internet libre. Voilà. Il y a un site Nuit Debout, il y a nuitdebout.fr. Après si vous voulez il y a un chat qui permet de rentrer en direct avec les commissions qui s'appelle chat.nuitdebout.fr. Il y a un wiki qui permet d'expliquer justement comment tout ça fonctionne. C'est wiki.nuitdebout.fr. On reste dans la même cohérence. Après, il y a le Twitter. Il y a un Twitter, évidemment. Sachant que Nuit Debout, à chaque fois, c'est certains administrateurs. Alors, ça reflète une partie de l'information, mais il y a énormément de sites parallèles qui relaient aussi plein de formes d'informations. C'est extrêmement cross-média en termes de couverture. Les organisateurs là, de TV Debout et Radio Debout, c'est des gens comme tout le monde. Ah, complètement. C'est Ah oui, tout à fait, oui. Et le matériel, il est prêté par qui ? Par la volonté individuelle de chacun. Voilà. Ah non, et puis là, on voit bien, au départ, ça devait rester une nuit. Là, on en est presque à 3 semaines. Et chaque jour, c'est de mieux en mieux. Voilà. C'est la première fois que vous venez ici ? Non, j'en ai Je suis venue hier pour la première fois et du coup aujourd'hui j'ai eu envie de revenir. Bah ouais, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça commence à rentrer dans le quotidien des gens. Ouais. C'est vraiment une place d'échange. Et voilà. Je vais vous laisser, du coup, je vais continuer. Ah bah a priori, j'ai bien l'impression. Merci. Bonne soirée. Donc voilà, encore des gens qui viennent d'arriver.
découvrent. Hein. Chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui découvrent qu'est-ce que c'est ce Nuit debout là, où tout le monde n'arrête pas d'en parler. Mais personne n'arrive vraiment à médiatiser le truc. C'est vrai que c'est tellement avec plein de facettes que sans être sur place ou sans vraiment prendre le temps, c'est difficile de se faire une idée. Alors, a priori, voilà, toujours l'AG qui continue. Et Denis C se prépare. Xavier D, est-ce qu'il est là ou pas? Non. Alors évidemment, là on voit rien, mais bon voilà, il y a du monde. Hop. Bon, je vais profiter un petit peu à mon tour aussi, sans périscoper, histoire de voilà, d'être tranquille, à faire profiter aussi de tous les aspects. Salut. Profiter aussi de l'aspect sans le périscope, parce que c'est aussi une barrière pour discuter avec les gens, même si ça permet aussi les interviews, etc. Et puis vous pouvez me retrouver du coup un petit peu plus tard. N'oubliez pas de suivre du coup mon compte Periscope, comme ça vous allez avoir une notification directe dès que je vais réouvrir. Je pense que je vais réouvrir dans la soirée a priori. Merci à vous tous d'avoir été là et puis à très vite. À tout à l'heure.